Merci de vous être positionné. Juste pour savoir, vous êtes plutôt où sur l'échelle de 1 à 7? Vous êtes situé où? Donc toi plutôt sur combattre, tu t'es mis sur... Tu mets 7 à il faut Ouais, c'est oui, ça. 7 à il faut combattre. Ouais, au max. 5,5. 5,5, ouais, donc t'as sélectionné entre 2 points dans le truc. Ok, toi tu t'es mis à peu près où? Je sais plus, deux ou trois, un Deux ou truc comme trois, un ça. truc comme ça, Ouais. ouais. Parce que tu viens de le faire, c'est pour ça que je... Ah non, je l'ai fait. Ouais, ouais, mais Ah non, mais là. aussi, je Ah l'avais oui, là, regardé. d'accord, d'accord. Pardon, pardon. Donc Oui, oui. voilà. Donc on voit qu'il y a un petit gap, un petit delta. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation idéologique. Alors là, le niveau de polarisation est plutôt faible. Mm. Hier, par exemple, sur le sexe et le genre, on était à 1,7. Voilà. Donc c'est vraiment des polarisations très extrêmes. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer ce genre de choses. Donc c'est ça l'objet de ce débat. Et comme c'est ce genre de choses qu'on mesure, et c'est ce à quoi on aspire dans un débat constructif, vous, public, vous jouez aussi un rôle. Et ce rôle, c'est celui de vous assurer que le débat se passe bien, qu'on a une bonne qualité de débat. Alors on pourrait se dire, le public, intuitivement, il joue un peu ce rôle d'arbitre. Et en général, il joue ce rôle d'arbitre par rapport à son camp, avec son petit biais de confirmation, avec sa volonté d'avoir raison. Donc je vais vous donner un petit biais d'attention pendant tout ce débat. Ce biais d'attention, c'est que vous avez un job, et votre job, c'est de regarder à quel point nos interlocutrices, interlocuteurs sont constructifs l'une avec l'autre. Et vous allez pouvoir les noter sur leur score de constructivité à 3 reprises pendant le débat. Et je vous dirai quand est-ce qu'il faudra le faire. À quel point l'autre a été constructif avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord. On peut être très constructif sans être d'accord, c'est pas un problème. Par contre, si l'un dit oui, de toute façon, toi tu penses ci ou toi tu penses ça, bon, c'est pas très constructif. Mais si on dit, moi, moi c'est ce que je pense, j'ai pas l'impression qu'on soit d'accord, qu'est-ce que toi tu en penses, explique-moi, peut-être que j'ai mal compris, ok, là c'est plutôt constructif. Bon, on va avancer sur la première étape du débat constructif. Cette première étape, c'est assez classique, c'est une position initiale. Vous allez avoir 10 minutes pour nous énoncer votre position sur ce sujet. Encore une fois, le plus nuancé que vous voulez, c'est les 10 minutes pour nous dire, moi, voilà ce que je pense de ce sujet, combattre la médecine intégrative. Comme tu es à la positive, c'est-à-dire, oui, je veux combattre, c'est toi, C'est normalement, moi qui qui commence. commence, Marine. Donc, je t'en prie, tu as 10 minutes. Je vais avoir besoin de moi. Je suis désolée, normalement, j'ai la voix qui porte, mais là, j'ai peu dormi. Alors, oui, moi, je pense qu'il faut... Enfin, on va nuancer, en fait, parce que je pense qu'on est tous les deux assez nuancés, en fait, sur les questions. Déjà, on va définir les termes, et ça, on les avait déjà définis avant. L'idée, donc, médecine intégrative, c'est tout ce qui va être, donc, médecine alternative et complémentaire, pratique de soins non conventionnels, etc. Enfin, ça, c'était... Voilà. En gros, tout ce qui n'est pas dans la médecine conventionnelle, guillemets, et donc, combattre, ça va être vraiment, mais ça, de toute façon, c'était dans le questionnaire, combattre, ça va être vraiment, en tout cas, de mon point de vue, vraiment expliquer aux gens que non, c'est pas des choses qu'on doit intégrer dans le parcours de soins, et donc faire en sorte que ça ne rentre pas dans le parcours de soins. Du coup, je vais scinder la question en plusieurs sous-questions parce que j'ai pas le même avis en fonction de ce qu'on, de ce à quoi on va s'intéresser. Déjà, la médecine intégrative, mais enfin, je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais bon, je vais. La médecine, la notion de médecine intégrative, au-delà de la notion de médecine alternative, etc. Ça nécessite de bien comprendre ce que le modèle dans lequel on se place en médecine, et donc le modèle ancien encore en vigueur, le modèle paternaliste très vertical en fait du médecin vers le patient. Le médecin sait, le patient fait, et il n'a pas son mot à dire en fait parce que c'est le médecin qui a fait des études, c'est tout. Et le modèle biopsychosocial qui date de la fin des années 70, qui tend à s'imposer de plus en plus, qui prône que pour le coup, c'est débile de dire au patient ce qu'il doit faire, qu'il faut construire ensemble une réflexion autour du diagnostic, des thérapeutiques, des choses qui sont envisagées, et que en fait le patient aussi a son mot à dire, que ses représentations, ses croyances, etc. ça compte. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça c'est le truc sur lequel on est d'accord, il y a pas de souci. Le problème c'est ces thérapies alternatives. Comment on dit qu'elles sont alternatives en fait? Comment on prouve qu'un truc marche ou ne marche pas? Donc c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais ça, encore une fois, c'est une piste de réflexion à avoir en tête pour se dire de quoi on parle quand on parle de médecine intégrative. Est-ce qu'on parle, parce que la médecine intégrative, c'est prendre en compte l'entièreté de la personne. C'est à la fois les soins de support en oncologie, par exemple en psychologie. Quand on vous annonce que vous avez un cancer, vous êtes content de pouvoir en discuter avec quelqu'un après. Quand vous
perdez tous vos cheveux suite à une chimio, vous êtes content d'avoir une socio-esthéticienne, un socio-esthéticien qui prend soin de vous, qui vous propose des perruques ou ou de l'accompagnement esthétique justement pour pallier ça. Ça, c'est pas de la médecine, c'est pas de la médecine conventionnelle au sens où on l'entendait il y a même 20 ans. C'était pas de la médecine. Pourtant, ça fait partie du parcours de soins. Et selon moi, il faut surtout pas combattre ça. Enfin, on va pas dire aux gens, ah non, vous avez pas le droit d'être heureux. Ah non, vous avez un cancer, vous me faites la gueule. Donc, ce serait pas très sympa. Et la dernière question, c'est, qu'est-ce qu'on entend par, combattre? Est-ce qu'on combat, enfin sur quel terrain en fait on va combattre? Et c'est là-dessus surtout que je vais m'attacher à répondre à la question. C'est doit-on combattre la médecine intégrative? Ça dépend où en fait. Dans le bureau de consultation, quand on est face à un patient en relation duel en fait, ça n'a pas de sens selon moi. Parce que on n'est pas dans une confrontation avec le patient. Le but c'est pas, on n'est plus dans ce modèle-là de dire je suis le médecin, je sais, j'ai fait des études, et toi tu fermes ta gueule, tu prends tes antidouleurs et t'arrêtes de m'emmerder avec tes thérapies chinoises et tes aiguilles et ton acupuncture. C'est constructif pour personne. Donc doit-on combattre la médecine intégrative face au patient quand on est face à lui? Non. Parce que ça fait partie de la relation de soins et c'est certainement pas, faut pas voir ça comme une relation de confrontation, mais une relation de construction mutuelle en fait, et d'avancer ensemble vers une solution. Ça c'est le truc sur lequel je pense qu'on est d'accord avec Nance. Après il y a deux autres questions. Il y a celle déjà du grand public. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut prendre en compte le fait que quand on fait la publicité de thérapie alternative, quand on en parle, quand on les valorise, on leur donne une légitimité en fonction de qui en parle. Un médecin qui va parler dans la presse d'un nouveau traitement, mais ça marche aussi avec les nouveaux traitements, hein, pas forcément des thérapies alternatives. Mais un médecin qui va dire que quand même l'acupuncture, il y a une méta-analyse qui a montré que dans les douleurs de l'accouchement, j'ai pas envie de dire de conneries, il y a peut-être un petit effet, et donc du coup, je sais plus, je crois que c'est ça. Enfin, sur certaines indications, ça a un petit effet, etc. Comment ça va être reçu par le public? Quelle est notre responsabilité, nous, en tant que médecins, en tant que professionnels de santé, que chercheurs, de vulgariser cette information et de choisir quelle information on va donner au grand public? Quelle est l'image que ça va renvoyer, et comment les personnes qui vont voir ça une heure, une semaine, un an après, vont le retenir? Parce que le risque, en fait, le risque majeur quand on parle du grand public, c'est de pas être compris, en tout cas de mal exprimer ce qu'on a voulu dire, et du coup de légitimer ces pratiques qui sont certes valables dans le colloque individuel entre le médecin et le patient, mais dont on sait qu'elles ont des risques. Et quand on est avec le patient, on peut lui dire attention, ceci, cela, il y a des interactions médicamenteuses. On l'a sous la main. Quand on vulgarise au grand public, on n'a pas les gens sous la main, donc on est obligé de faire des choses très larges et on n'a pas le temps de prendre le temps de justement discuter tout ça et de faire vraiment une prise en charge individuelle. Donc pour moi, publiquement, vis-à-vis du grand public, doit-on combattre la médecine intégrative? Oui, parce que j'estime que le risque justement de laisser les gens penser que si le médecin a dit que c'était bien sur BFM, c'est que ça doit être bien quand même. J'estime que ce risque-là, il est supérieur aux bénéfices que pourraient en retirer certains patients. Et la troisième chose, j'ai pas du tout regardé là, et la troisième chose, c'est au niveau de la formation. Et c'est là où on diverge encore plus avec Nance, c'est est-ce qu'on doit combattre la médecine intégrative dans les universités? Pour moi, oui, parce que, alors, en nuançant, il est indispensable que les professionnels de santé, et là je ne parle pas que des médecins, enfin les professionnels de santé au sens très large, du manip radio au neurochir émérite, il est indispensable que toutes les personnes qui travaillent avec des patients connaissent ces pratiques, qui sachent ce que c'est, qui sachent comment c'est censé marcher, et est-ce que ça a été évalué ou pas. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une pratique de soins? On a un patient qui vient une personne ou même un proche, qui vient vous dire, moi, on m'a conseillé, le complément alimentaire machin là, pour mon cancer. En fait, si vous en savez rien, vous avez peut-être l'intuition que ça va peut-être pas être top, mais vous allez pas pouvoir lui dire comme ça de but en blanc, c'est de la merde. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu difficile à défendre, quoi. Et voilà. Et s'il y a pas de travaux sur le sujet, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est emmerdé.
Mais la formation, l'universitaire, c'est censé justement reprendre des éléments connus. On n'est pas censé enseigner à l'université des trucs qui sont pas prouvés, des trucs qui sont voilà. Alors c'est la théorie, hein, on est d'accord. Mais on pourrait parler des recommandations sur l'entorse de cheville qui datent de 2004 où les polycopiés des internes en médecine ne sont toujours pas à jour. Mais enfin entre autres. Mais on peut pas se permettre, selon moi, dans des universités, ou même depuis plus jeune au collège, au lycée, etc., de faire la publicité et la promotion de ces pratiques auprès de professionnels de santé, sachant que on n'a pas de cours à l'esprit critique quand on est professionnel de santé. Alors certains vous diront qu'on a des cours de lecture critique d'articles, là, mais c'est des cours d'anglais. Non, mais faut être honnête. Tous mes co-internes, la LCA, s'ils avaient du mal, c'est parce qu'ils avaient du mal à comprendre l'anglais. Donc voilà, les cours de lecture critique d'articles, on apprend bêtement à cocher des cases et à faire des QCM. Voilà, selon moi, ça n'a aucun intérêt de la manière dont c'est enseigné. On nous enseigne pas à être critique, à aller chercher l'information, etc. Ça, on l'apprend après à l'internat. Et donc, du coup, c'est nécessaire, certes, qu'il y ait un socle de qu'est-ce que c'est, comment ça marche et vaguement qu'est-ce qui est très dangereux, qu'est-ce qui est ouais bof ça va et surtout apprendre à chercher l'information. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des DU de médecine alternative? Selon moi non, parce qu'encore une fois ça renvoie à la problématique du grand public, l'existence même donc DU diplôme universitaire, l'existence même d'une formation spécifique, que ce soit en acupuncture, en homéopathie, etc., sous-tend l'idée que ça peut être enseigné. Alors qu'on enseigne du vent et on le sait. Et donc selon moi, non mais c'est bon, j'ai fini. Voilà. Et donc selon moi, c'est là-dessus surtout sur donc la formation et le grand public que oui, il faut combattre les médecines intégratives. Très bien, merci Marine. On peut applaudir l'applaudissement collectif. J'aime bien, c'est que voilà, en tout cas, je sais pas pour toi Nance, mais la fatigue est présente ici. Je dirais, il y a une énergie fatigue. Une énergie quantique fatigue. On vibre bas. On vibre, la vibration est de 32 MHz. Et donc, voilà, soyez indulgents, je vous en prie, pour nous toutes et tous, et surtout pour moi qui suis pas très bon ce matin. Donc, merci beaucoup, Marine. Et on va juste, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Quand vous arrivez vers 2 minutes, je vous fais un petit signe. Si vous dépassez, on fait une petite cloche. Je suis très tenté de la toucher, donc. Ce sera possiblement nécessaire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je pense que c'est tout. Allons-y. Nance, du coup, toi, ton point de vue, ta position, je t'en prie. Alors, bon, déjà, merci de ta position, de nous avoir exposé ça. J'ai pris quelques notes, surtout pour rebondir sur ce que tu as dit, mais je vais essayer d'abord de positionner la médecine intégrative. Alors déjà, quand on parle du grand public, le grand public, c'est vous. Hein. Donc, voilà, on parle de vous. Alors vous, peut-être un grand public un peu averti, mais quand même, j'ai juste une question pour vous. Quand on va aborder ces débats, vous sentez-vous suffisamment intelligent pour faire la différence entre ce qui va relever d'un soin de support, d'une thérapie qui va être une thérapie pour guérir, de prendre des antibiotiques pour une infection, de prendre une chimiothérapie pour un cancer. Est-ce que vous vous sentez comme ça légitime? Est-ce que pour vous l'homéopathie est quelque chose qui va guérir le cancer? Est-ce que l'acupuncture va guérir une maladie grave? Si vous avez la réponse à cette question et si pour vous la situation est claire, donc il n'y a pas de raison que le grand public dont on fait tous partie d'une certaine façon n'ait pas la possibilité de faire cette démarche intellectuelle. Donc pour moi déjà la situation dans laquelle on se positionne quand on veut dire aux gens ce qu'ils ont à faire par rapport à des pratiques de soins, c'est finalement un peu un relan de cette médecine paternaliste qui nous dit ça c'est bon pour vous, ça c'est pas bon pour vous. Et donc finalement cette posture qui est une posture éducative finalement de dire je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bien, pour moi c'est un petit peu un relan paternaliste d'une médecine qu'on ne doit plus pratiquer. Et finalement la peur de ces thérapies complémentaires est un peu un aveu d'échec de notre médecine à ne pas intégrer suffisamment les besoins des patients et surtout à complètement reléguer derrière le libre arbitre et l'intelligence de nos patients. Donc voilà, ça c'est la première chose et je vous dis ça parce que c'est très important puisque pourquoi j'ai cette position un tout petit peu plus nuancée sur ce sujet? Parce qu'en fait au contact des patients, au contact des gens qui sont autour de moi, je me suis rendu compte que finalement les gens
était quand même beaucoup plus intelligent que ce qu'on veut croire quand on va lire les réseaux sociaux, quand on va lire un certain nombre de prises de position de personnalités qui luttent contre les thérapies complémentaires, et que finalement, je pense que si on fait preuve comme ça d'une position assez tranchée sur le sujet, avec des arguments qui sont bons et recevables, et on en parlera, eh bien, je pense que on ne va pas élever, on va pas rendre service aux gens, et finalement, il y aura une forme de réactance vers plus de recours à ces thérapies, et plus qu'il n'en faudrait. Donc déjà, c'est quoi la médecine intégrative ? La médecine intégrative, c'est pas l'utilisation unique de thérapies alternatives. En gros, déjà, la médecine intégrative, finalement, si on la définit, c'est l'utilisation de pratiques issues de concepts de soins qui ne sont pas enseignés dans les facultés de médecine. On va faire très, très simple, en tout cas dans les écoles de soins, infirmières, sages-femmes, dentistes, tout ça, dans la prise en charge des patients. Et en fait, si on réfléchit bien et qu'on se pose aujourd'hui, elle existe déjà, cette médecine intégrative. Les patients font déjà de la médecine intégrative. Je pense que dans cette salle, un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà pris du magnésium quand ils étaient fatigués. Donc ça, c'est une démarche que l'on peut... Voilà, c'est pas basé sur des preuves scientifiques très fortes, et c'est déjà quelque chose que vous avez fait parce que voilà, c'est un peu de la médecine intégrative. Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés voir l'ostéopathe parce qu'ils avaient mal au dos. Donc vous faites déjà de la médecine intégrative. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous avez peut-être pris de la juvamine quand vous étiez pas bien. Vous êtes peut-être allé voir un sophrologue pour vous détendre. Donc voilà, vous avez peut-être déjà tous expérimenté ce qui est finalement un peu la médecine intégrative, et vous êtes là aujourd'hui, et probablement qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas souffert et n'ont pas eu envie de vous raser la tête et d'aller dans les champs courir nus. Faites ce que vous voulez, hein, aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience que vous en avez, elle existe déjà, et elle est plutôt une expérience, on va dire, sans danger, dans la grande majorité des cas. D'accord ? Donc finalement, moi je me pose la question surtout de dire, suis-je légitime ? Qui suis-je pour avoir une position péremptoire sur un sujet sur lequel finalement les gens se sont déjà emparés de ce sujet, et finalement, si on regarde, enfin en tout cas, on pourra discuter de ça, dans la grande majorité des cas, ne pose pas de soucis. Voilà. Donc, il faudrait quand même, je pense, partir d'un postulat, c'est aujourd'hui, que veut le patient ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut quand il vient voir un médecin ? Qu'est-ce qu'il veut quand il est pris en charge ? Évidemment, c'est pas une question, c'est pas une question à laquelle on va répondre simplement, puisque ça dépend dans quel contexte vous allez nécessiter des soins. Dans le cadre de l'urgence, cette médecine-là n'a probablement pas sa place, enfin l'intégrative, c'est-à-dire utiliser des méthodes non conventionnelles avec des techniques conventionnelles. Travaillant dans un service de soins intensifs, on n'a vraiment aucune place à ces médecines à ce moment-là, encore que il y a probablement des cas où on pourra faire un peu d'hypnose pour des soins. Ça, c'est possible, on pourrait éventuellement l'intégrer, mais c'est pas la temporalité. La temporalité, elle va s'expliquer surtout dans les maladies chroniques, les maladies qui nécessitent un suivi très très long, longitudinal, des patients qui ont des symptômes qui ne sont pas exclusivement expliqués par un désordre physiologique. Il y a aussi beaucoup d'affects, de psyché. Et dans ces cadres-là, notre médecine dite conventionnelle n'a pas toutes les réponses, et les patients sont tentés beaucoup plus d'aller chercher des réponses, ou en tout cas de l'écoute, dans des pratiques de soins dites non conventionnelles. Et donc là, de toute façon, le patient, notre rôle ne va pas être de lui interdire d'aller voir ces choses-là, mais probablement plus de l'aider à démêler le vrai du faux et à l'encadrer dans sa démarche en fait de soins. Puisque le soin, la maladie, c'est la sienne, c'est lui qui en est victime. Et du coup, ma position, je ne pratique pas de médecine intégrative. Je n'en pratiquerai probablement pas parce que enfin, en tout cas, c'est pas mon orientation médicale. J'ai d'autres choses, mais je ne veux pas combattre cette médecine intégrative si elle est faite dans des bonnes conditions, avec des gens qui sont formés, et si on définit a priori quels sont les objectifs de l'intégration de ces pratiques-là. Ensuite, on pourra
parler de façon technique. Donc, s'il faut mettre des acupuncteurs à l'hôpital public, on peut en parler. Ça reste ouvert. Probablement enfin voilà, je veux dire, moi, je suis pas forcément pour à ce qui est ces choses-là à l'hôpital nécessairement de façon ouverte, mais on va dire aussi que ces pratiques-là, évidemment, sont basées sur un socle scientifique qui est souvent faible, puisqu'il a aussi attrait souvent à une pensée un peu magique, mais néanmoins, les effets de certaines de ces pratiques, et Marine l'a rappelé, sont réels. Bien sûr, ils ne sont pas expliqués par le côté magique, les méridiens d'acupuncture, la dilution homméopathique, mais ils sont liés à un effet contextuel, c'est-à-dire que le patient est dans une disposition dans laquelle il va améliorer son symptôme. Hein, vous pouvez appeler ça l'effet placebo, on peut appeler ça plutôt l'effet contextuel. Ça, c'est un effet thérapeutique aussi, il faut intégrer l'ensemble de notre arsenal pour améliorer la santé des patients. Et il faut le faire dans la sécurité. Et donc, pour moi, ça me paraît logique que si jamais aujourd'hui on veut intégrer ces choses-là qui sont dans la mentalité des gens depuis un certain temps, moi je vois qu'on combat beaucoup l'ostéopathie dans nos petites sphères. Et en fait, en sortant de cette petite sphère, on se rend compte que les gens ont un recours à l'ostéopathie qui est tout à fait non pathologique. Les gens vont voir l'ostéopathe pour des choses très simples et ils en attendent pas non plus des choses mirobolantes. Donc finalement, ne pouvons-nous pas les aider à rester dans une pratique safe sans être complètement dans une démarche où on va leur interdire un certain nombre de choses. Et la dernière chose, c'est l'enseignement à la faculté. Moi, je suis pour l'enseignement à la faculté de ces thérapies complémentaires, mais attention, je suis pour un enseignement pour mes collègues, les futurs collègues médecins, soignants, sur à quoi vous allez avoir affaire. C'est surtout ça qui est important. On n'est pas là pour faire de la promotion. Les DU, les diplômes universitaires, c'est un petit peu quelque chose qui est fait par la fac pour faire un peu d'argent. Et parfois, même souvent. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne donne pas c'est pas qualifiant en fait. C'est pas parce que vous avez un DU que vous allez faire payer plus cher votre consultation. En tout cas, c'est pas ça la réflexion autour des DU. Donc moi, les DU, je pense pas que ce soit l'objectif, mais au moins que dans le cursus médical, il y a un socle qui vous dise voilà à quoi les patients sont exposés. 2 minutes, ça va, je vais finir. Voilà à quoi les patients sont exposés dans leur vie, et voilà à quoi vous aurez affaire si vous prenez en charge les patients. Et effectivement, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais face à un patient qui me disait qu'il allait faire de la médecine quantique, ou qu'il était allé voir un, je sais pas, herboriste de je ne sais quoi, et je ne savais pas ce que c'était. Et donc, évidemment, je ne vois pas comment je pourrais aider mon patient à lui donner une information claire, loyale, appropriée, comme ce qui est dit dans notre code de déontologie, si je ne sais pas de quoi je parle. Et donc, il est important que nos collègues, aient l'information pour savoir de quoi ils vont parler, de savoir qu'est-ce qui est fait actuellement, qui sont ces personnes, d'où elles viennent et ce qu'elles font, et surtout qu'eux pourront donner une information beaucoup plus claire et appropriée aux patients dans ces cas-là. Donc pour moi, combattre la médecine intégrative, c'est finalement combattre une médecine qui est déjà quand même un peu celle qui est pratiquée par la plupart des patients dans des pathologies, on va dire, du quotidien. Et donc, ce serait combattre une volonté de la population que je trouverais un peu délétère. Et surtout, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est peut-on combattre si jamais on a de l'argent à mettre dans un combat? Est-ce celui-ci? Est-ce que les bénéfices de combattre cette médecine vont excéder les risques de cette médecine? Et est-ce que, si c'est pas le cas, l'argent qui va être déployé pour ça ne pourrait pas être déployé dans, on va faire le populo un peu quand même, c'est un débat, dans avoir plus de professionnels de santé dans les hôpitaux, mieux payer nos infirmières. Voilà, c'était la fin. Plus de salaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette partie. Donc vous avez exposé chacun votre position. Et maintenant, nous passons à une étape qui n'est pas du tout l'étape classique dans le débat. Donc normalement, à ce stade, là, vous commencez à vous mettre sur la gueule. Contre-argumentation, sur-argumentation. Justement, on essaie de casser ce cycle habituel dans les débats. Donc on passe à une section clarification qui vise plutôt à vous poser des questions de clarification. Là, comme vous allez tenter de contre-argumenter peut-être, même si je sais que vous appréciez bien, ce ne sera peut-être pas le cas ici, je vais vous aider à formuler des questions
qui sont le moins chargés, le moins orientés possible, pour qu'il y ait vraiment une volonté de comprendre l'autre. Donc, je serais peut-être parfois un tampon entre vous deux. C'est mon rôle. Voilà. On va commencer avec toi, Marine. Est-ce que tu as des questions de clarification à poser à Nance pour mieux comprendre sa position? Alors, j'en ai une sur les DU, puisqu'on n'en avait pas trop parlé. Pour toi, du coup, intégrer les médecines, les médecines intégratives à la fac, le mieux serait sous quelle forme, selon toi? Parce que tu as parlé de DU, après tu as parlé d'intégrer dans le cursus. Donc, ce serait quoi pour toi la formation idéale, en fait, en médecine intégrative? Et pour qui? Alors, bon, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, puisque moi, personnellement, je ne pratique pas cette médecine, mais effectivement, c'est une bonne question à se poser. Pour moi, les DU, j'aime pas trop les diplômes universitaires, puisque c'est un petit peu une espèce de patch qu'on met, et finalement, souvent, c'est un peu, dans ces DU, dans ces diplômes universitaires, il y a un peu tout et rien. Il y a des DU qui sont de très bonne qualité, des DU qui sont de mauvaise qualité et qui sont pas très intéressants, et dont finalement, le suivi par la faculté est souvent un peu aléatoire, et de fait, je pense pas que ce soit une bonne façon d'implémenter sous cette forme-là actuellement. Cela dit, aujourd'hui, il y a un constat qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité tous dans cette salle d'aller poser votre plaque en tant que je ne sais quel thérapeute non conventionnel, et que ça, c'est quelque chose, évidemment, quand on réfléchit à tout ça, qu'il faut contrer. Et l'objectif de faire la médecine intégrative, c'est de pouvoir aussi filiariser des professions pour pouvoir mieux les contrôler. Alors ça fait un peu dit comme ça fait un peu excès d'ordre, tout ça, mais finalement, nous, on a une profession ordinale. L'ensemble des professionnels de santé, enfin pour la plupart, ont des professions ordinales avec un certain contrôle, une inscription à des registres. On sait exactement qui fait quoi, ou en tout cas, on essaye. Et donc l'objectif, évidemment, si on parle médecine intégrative, c'est d'arriver à des praticiens qui sont référencés. On connaît, on sait ce qu'ils font. Éventuellement, on sait ce qu'ils gagnent aussi, parce que c'est compliqué d'avoir ces chiffres-là. On arrivera à mieux naviguer. Et donc, comment on fait ça? Est-ce qu'on fait ça via les DU? Mais le problème des DU, comme je l'ai dit, c'est que c'est quelque chose qui est probablement pas adapté, dans le sens où c'est très hétérogène, c'est pas qualifiant, et du coup, c'est un peu compliqué. Et souvent, effectivement, il y a le tampon de la faculté de médecine sous un truc un peu olé olé, et du coup, on a l'impression que c'est un blanc-seing de la faculté de médecine. Donc ça pose problème, ça, j'en conviens. Donc comment est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est ce qu'on disait, c'est l'information aux praticiens de santé globale. C'est-à-dire que ça, c'est pas pour faire de la médecine intégrative. C'est juste, on va dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous allez avoir. Et à côté de ça, il y a des instances qui se sont créées, qui ont été des demandes de la conférence des doyens, comme le collège de médecine intégrative. Et ça, ce sont des professionnels qui ont, on va dire, qui font de la médecine conventionnelle et qui ont les clés pour l'enseignement, la recherche, pour aller former. Et donc, c'est probablement à ces gens-là qu'il faut poser la question, savoir comment est-ce qu'ils veulent faire pour intégrer ces pratiques quand elles sont intégrables, dans quelles conditions, et qui va les faire. Est-ce qu'on réserve ces pratiques aux médecins, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'acupuncture et l'homéopathie? Ce sont des capacités qui sont réservées aux docteurs en médecine, aux sages-femmes et aux dentistes, je crois. Ou est-ce qu'on l'étend à tout le monde, et dans quelles conditions? Honnêtement, ça, c'est quelque chose qu'il y a à construire. J'ai pas la réponse. Ça m'embête. Alors, moi, ce que je comprends, c'est comment sur la dichotomie combattre, pas combattre. Là, le détail de comment mettre en place, tu dis, bah, c'est ouvert, mais ce qui est clair, c'est que c'est plutôt vers le non-combat qu'on s'oriente quand on est dans cette démarche. Et toi, j'ai l'impression, ce qui t'inquiète là derrière cette question, c'est comme on ne sait pas vraiment comment faire, est-ce qu'on est sûr que ce sera pas pire que mieux? C'est ça, parce que le côté expliquer aux futurs professionnels de santé ce que c'est, ça, il y a pas de souci. Mais c'est le reste, en fait. Enfin, je sais quoi, qu'est-ce qu'on met dedans. Enfin, en fait, tant qu'on n'aura pas défini ce qu'on veut mettre dedans, je pourrais pas avoir de position dessus. Et du coup, oui, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Donc, tu as besoin de cette clarté-là Ah ben, pour oui. pouvoir te positionner. Oui. Ok, fair enough. Et tu as d'autres questions de clarification? Non, c'est bon. C'était la seule. Oui, mais après, ça va être du contre-argument. Donc. Bah, Me faire engueuler. Ça va être compliqué. C'est pour ça. Alors, est-ce que tu peux, peut-être, parfois moi j'aime bien cet exercice, tu me donnes le contre-argument et moi je le transforme en question et je balance à toi. Est-ce que tu en as un, par exemple, que tu aimerais bien mettre en avant? Non, je réfléchis.
Obligé. Hein. Je passe. Tu passes, ok. Je... Je vais réfléchir à votre question, monsieur Barrett. C'est la mer Noire. Nance, à ton tour de poser des questions de clarification, peut-être à Marie, si tu estimes qu'il y en a. Là comme ça, j'en ai pas. Ça semble clair, Franchement, sa position oui, parce que oui, la position semble claire. Après, moi, c'est surtout effectivement j'aurais plutôt dire quelle est ta définition de la médecine intégrative, puisque tu nous as beaucoup parlé de thérapies alternatives, de choses effectivement qui sont à côté du soin, qui sont assez effectivement caricaturales, et c'est des positions qui existent et que je partage. Mais quelle est ta définition finalement de la médecine intégrative, quoi? Mais bon, ok. C'était celle-là que je voulais prendre du coup. T'as dit tout à l'heure, je pratique pas la médecine intégrative, mais d'un autre côté, tu dis que la médecine intégrative, en gros, les patients le font déjà. Donc on pratique tous la médecine intégrative, en fait. D'une certaine façon, oui. C'est ça qui, en fait, donc, enfin, après, peu importe entre guillemets, les mots qu'on met, enfin, le terme sémantique qu'on utilise, tant qu'on met la même chose derrière. Mais bien sûr qu'on fait tous du soin de support, de la prise en charge. Enfin, je sais que je sais qu'on est tous, enfin, en tout cas tous les deux sur le modèle biopsychosocial, qu'on essaye de prendre en charge enfin voilà, tous, et aussi les représentations du patient, ce dont il a envie, etc. Mais la question c'est, est-ce que parmi ce qu'on intègre dans cette médecine qu'on pratique, est-ce qu'on met des trucs non prouvés sous prétexte que le patient il a envie? En gros, est-ce qu'on va lui proposer, par exemple, il y a ça aussi, est-ce qu'on peut proposer à un patient de l'acupuncture? C'est pas du tout pareil de dire que le patient arrive en disant « Ah docteur, est-ce que vous pensez que l'acupuncture pour mon arthrose que je traîne depuis 20 ans et qu'il y a rien qui me soulage, je peux en prendre ?» Lui dire bon bah oui, vous pouvez essayer si c'est avec un médecin, etc. C'est pas du tout la même chose selon moi que si le patient dit ah mon arthrose depuis 20 ans je m'en sors pas, de lui proposer essayez l'acupuncture. C'est pas du tout, pour moi c'est pas du tout la même chose. Il y a une position qui peut être légitime. J'ai l'impression qu'il y a une question qui se cachait derrière et oui non c'était pour pas continuer à argumenter. Ouais. Oui, c'était du coup le côté qu'est-ce que toi t'entends par médecine intégrative? Est-ce que tu considères que tu en fais ou pas? Et où est-ce que tu mets la différence tu veux entre médecine intégrative et MAC, quoi? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que la médecine intégrative, c'est proposer ce genre de soins aux patients, ou est-ce que c'est juste réagir à la réalité des patients et de leur façon de faire de l'intégratif naturellement? Alors, si je peux répondre à cette question, je dirais que c'est plutôt finalement un concept médical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un truc, c'est on veut censurer ces thérapies par leur absence de preuves. En disant non, s'il y a une autre option qui est plus pertinente sur le plan de la preuve scientifique, ou en tout cas, donc dans ce cas, on ne doit pas proposer la thérapie alternative. D'accord. Donc, ce qui veut dire que quand la thérapie alternative, enfin en tout cas si on l'appelle comme ça, a fait l'objet d'une évaluation et qu'elle montre un effet, dans ce cas, on se doit, dans notre démarche médicale, de la proposer. Puisque l'acupuncture, tu l'as dit, bien sûr, dans des cas de douleur, des choses très particulières, a montré une efficacité supérieure à pas d'acupuncture. Et évidemment, dans ces études-là, il n'est pas dit que c'est la rééquilibration du chi et compagnie qui fait cet effet. Voilà, l'explication de l'effet n'est pas forcément liée au concept de l'acupuncture, mais l'effet est réel. L'homéopathie, ça n'a pas plus d'effet qu'un placebo, mais un placebo, ça a déjà un effet. Et un placebo inerte, c'est toujours moins dangereux qu'un médicament. On pourra, si vous voulez, à 14h30, je vous explique. On parlera un peu du paracétamol. Justement, j'ai mal à la tête, tu me conseilles quoi? Alors, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un concept, je pense, quand on parle de ces trucs-là, qui est philosophique, c'est de dire, OK, on ne veut pas intégrer dans notre pratique des médecines, en tout cas des soins, qui n'ont pas fait la preuve d'une efficacité. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais si c'est notre mantra en tant que soignant, on le redit systématiquement quand on parle de ça, alors on arrête de faire 90% de la médecine qu'on pratique aujourd'hui. Puisque seuls 10 à 20% maximum dans certaines spécialités de la pratique médicale est basée sur des preuves de haut niveau, des preuves solides. On dit notamment dans la pratique evidence-based medicine, essai contrôlé, randomisé. L'ensemble est issu de recommandations d'experts.
d'habitudes issues des gens avec qui on a travaillé. Ah, j'ai vu qu'ils faisaient comme ça, donc je fais comme ça. Voilà, c'est pas forcément des trucs qui sont pas bien. Hein. Heureusement qu'on fait pas 90% de trucs complètement à l'arrache, mais il y a des choses que l'on fait qui ne sont pas soutenues par des preuves scientifiques. Et donc dans ce cas-là, si on réfléchit, on pourrait se dire est-ce que j'ai la légitimité de faire ces choses-là? Ça veut pas dire que puisqu'on fait le constat que 80 à 90% de la médecine qu'on pratique n'est pas basée sur des preuves de très haut niveau, ça veut dire qu'il faut intégrer des trucs qui n'en ont pas ou qui en ont très peu. C'est pas ça. Mais c'est de dire, voilà, si notre démarche est une démarche scientifique, dans ce cas, si ces thérapies sont évaluées dans le circuit classique de la science et qu'elles montrent une efficacité, dans ce cas, est-ce qu'on accepterait de les proposer? Moi, j'ai l'impression qu'entre vous deux, il y a un peu ce truc de... toi, tu as une inquiétude de dire, est-ce que je propose des trucs inefficaces aux patients? Toi, ce que tu dis, c'est l'efficacité, c'est une zone grise vachement plus compliquée et que quelque part, des effets contextuels, on peut les considérer comme mettant un effet à part entière qui est intéressant à considérer pour le soin du patient. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ok. Peut-être que j'ai mal compris, mais... Non, mais on est plutôt là-dessus. Il y a un peu de ça. À ce stade, le public, vous avez un rôle à jouer. Ce rôle, c'est de nous dire dans quelle mesure vous avez trouvé pour le moment que nos interlocutrices et interlocuteurs ont été constructifs l'une avec l'autre. Pour ce faire, vous avez sur vos téléphones la possibilité de voter. On a le droit de s'auto-évaluer aussi. Et non, vous ne vous auto-évaluez pas. Moi, j'ai des bots russes qui vont faire, t'inquiète pas. Donc, vous scannez le QR code, vous sélectionnez pour cette Nance est un con. Débat médecine intégrative dans les salles qui vous sont proposées. Et là, vous pouvez dire Marine, j'ai trouvé un petit peu, un peu plus, plutôt beaucoup, plutôt très beaucoup, sympathique et donc constructive. Et puis Nantes, pareil, un petit peu, un peu beaucoup, puis très beaucoup. Je suis pas la seule à être fatiguée. Constructif. Comment? Je suis pas la seule à être fatiguée. Je suis très fatigué. Et on gagne quoi, du coup? Rien? Vous gagnerez un mail de ma part qui vous expliquera. Ah, cool. Voilà à quel point tu as été constructif selon les gens dans la salle. Parfait. Je pense qu'on fera un post-mortem après pour discuter de tout ça avec toutes les personnes qui ont participé au débat, voir ce que vous en avez pensé et puis aussi vous donner les résultats de ce que le public en a pensé. Donc pendant que le public vote, on va passer à la prochaine séquence qui est la personne de fer. Alors la personne de fer, c'est donc par exemple toi Marine, tu vas essayer d'expliquer la position de Nance de la façon la plus claire possible. Et toi Nance, tu vas essayer d'expliquer la position de Marine de la façon la plus claire possible. Et l'idée là, c'est vraiment d'éviter l'homme de paille en fait. Hein. On appelle ça personne de fer ou homme de fer. C'est un homme de paille, c'est la pire version de l'argument de l'autre. L'homme de fer, c'est la meilleure version de l'argument de l'autre. Et parfois, ce faisant, on se retrouve parfois même à ajouter des arguments parce que, de notre point de vue, c'est ce qui serait convaincant si on devait être un Nance pour Marine, si on devait être une Marine, si on est Nance. Voilà. Donc, je propose, vu que Nance a beaucoup parlé, de commencer avec toi, Marine, pour que tu nous fasses la personne de fer de la position. C'est pas facile. Hein, du mieux que tu peux. Voilà. Je sais que c'est pas évident, c'est tout l'exercice. Donc, si j'ai bien compris, très cher Nance, très cher confrère. Parce que si je dis confrère, elle va me péter la gueule. C'est ce que j'allais dire. Si je dis confrère, elle va me péter la gueule. Cher confrère, je pense que je te nique la gueule. Pardon. Des dramas twitteriens, tout va bien. Donc, si j'ai bien compris, en gros, la première chose, c'est qu'il faut prendre en compte que les patients sont suffisamment intelligents pour faire la différence entre ce qui va guérir leur cancer et ce qui va soulager leur anxiété mineure. Qu'il faut arrêter d'être paternaliste parce que si on n'intègre pas les médecines alternatives, ça revient en fait à garder cette posture paternaliste du médecin qui sait et qui dit. Sachant que la médecine, le fait de ne pas vouloir intégrer, de ne pas vouloir faire de médecine intégrative, étant soit un aveu d'échec de la médecine et revient en fait à infantiliser le patient en disant que comme on sait pas faire, on va être très directif pour éviter et le patient n'aura pas son mot à dire. Mais le problème, c'est que ça risque de créer des réactions de réactance vis-à-vis de la part du patient.
d'autant que les patients font déjà de la médecine intégrative tout seuls comme un grand, ils nous ont pas attendu, et que la plupart du temps, en vrai, c'est pas si dangereux, parce qu'il y a des effets qui sont contextuels mais qui sont réels, et que dans la majorité des cas, le risque est très faible, et que même si ça s'applique pas partout, notamment aux urgences, aux USI, etc., aux soins intensifs, etc., pour des symptômes, j'avais noté symptômes fonctionnels, pour des symptômes liés au psychisme, etc., c'est utile, notamment par le temps d'écoute que les médecins n'ont pas, ce qui est bien vrai. Et c'est pour ça qu'il faut former les professionnels de santé déjà à savoir ce que c'est, et après éventuellement aussi à créer une autre formation en plus pour essayer sous une forme non définie pour essayer justement d'intégrer ces médecines alternatives aussi à l'université. Et que interdire ça sert à rien, mais j'ai déjà dit du coup. Ok, merci Marine. Non, est-ce que tu trouves que c'est une bonne représentation de ta position? Je sais qu'il n'y a pas de bonne ou de... Non, oui, non, c'est bien. Ça te semble juste? Oui, non, Ouais. c'est plutôt juste. Ouais. Plutôt juste, très bien. Ouais. J'ai proposé de faire la même chose pour Ok. la position de Marine. Donc, la position... Alors, encore une fois, la position défendue, c'est une position de bienveillance quand même pour le patient, en disant qu'on ne veut pas exposer le patient à des pratiques dont le rationnel scientifique est faible et dont, pour certaines, il y a un risque de dévier ces patients de protocoles de soins validés, plus fiables, et dans lequel les patients ne seront pas exposés à des risques de dérives sectaires, des risques d'abandon thérapeutique, et que un certain nombre de ces thérapies aujourd'hui sont perçues et sont pullulent comme une forme de nouvelle façon de travailler, qu'elles sont complètement incontrôlables et que il faut très probablement interdire l'existence de toutes ces nouvelles thérapies, puisque c'est en fait la porte ouverte à un grand n'importe quoi et au fait que derrière, effectivement, parmi tout ce réseau, il y a des gens dangereux et que ces gens dangereux-là vont faire beaucoup de mal, peut-être à une petite quantité de patients, mais ils vont quand même faire beaucoup de mal, et que en tant que soignant, on ne peut pas cautionner que les patients soient abusés par des gens qui n'ont aucune formation dans le soin et en médecine, et donc ça, c'est effectivement intolérable. Ok, qu'est-ce que tu en penses? Il y a juste un terme, c'est le terme interdire. Je suis pas pour interdire les thérapies alternatives. Je suis pour qu'elles ne soient pas défendues par des professionnels de santé déjà, mais je suis surtout pour qu'elles n'existent plus, mais pas par l'interdiction, parce que je pense... Pas par l'interdiction, parce que ça marchera pas. Pas en disant, pas en mettant tous les naturopathes en prison, mais en éduquant le grand public sur ces risques et l'absence de bénéfices, pour que justement, je suis gros bisounours, pour que justement elles se délitent d'elles-mêmes, parce que les patients auront compris que c'est pas pertinent. C'est pas l'interdiction que je prône, c'est pas il faut pas, c'est il faut donner les clés et les outils aux patients pour qu'ils puissent ne pas y aller, en fait. Est-ce que ça te semble... Donc ça, c'est la clarification que tu proposes. Non, ça te semble clair, cette clarification? Oui, non, mais j'entends. Mais là, sur ce point de vue-là, vous êtes d'accord? On est d'accord. Vous semblez d'accord. Super. Donc c'est juste, toi, tu ajoutes une brique supplémentaire où tu dis, ouais, quand même, ça serait bien de faire quelque chose avec ça. Alors que j'ai l'impression que Marine, t'es plutôt sur... moi, si mon patient est bien, j'essaierai de l'orienter vers la sortie quand même. J'essaie de... Non, oui, c'est ça. Tu dis, pourquoi pas? Moi, j'accepte ça. C'est plutôt là où vous êtes pas trop d'accord. Après, on accepte, dans tous les cas, j'en ai pas des patients, j'ai un patient quand j'étais en stage en cardio qui voulait pas prendre de statine parce que c'était chimique, du coup, il prenait de la levure de riz rouge. Voilà. Dans la levure de riz rouge, il y a exactement les mêmes molécules. Mais il voulait absolument pas prendre de statine. Bon, je me suis pas battue, c'est pas très grave. Mais par contre, parce que je le suivais pas. Mais par contre, on va un petit peu enquêter derrière, savoir s'il y a d'autres trucs, etc. Parce que c'est encore une fois, c'est le risque, quoi. Donc tu lui as pas fait un truc du genre, tenez, justement, c'est des pilules de farine de riz rouge alors que c'était des statines à l'intérieur. Non, déjà c'est illégal. C'est une blague,
Donc, très bien. Donc, je pense que vous avez bien clarifié, vous avez pu vous représenter la position de l'un et de l'autre. Maintenant, on va passer à une prochaine étape qu'on appelle la racine. À l'étape de la racine, alors, il y en a certains, je prends du feedback au fur et à mesure des tentatives de débat constructif. Il y en a certains qui veulent appeler ça le noyau, il y en a d'autres qui vont appeler ça la base. Voilà, il y a plusieurs manières de se représenter, mais l'idée, c'est quelque chose qui vous anime profondément dans votre position. Alors parfois, c'est un vécu. Parfois, c'est juste un ancrage profond qui vous semble inattaquable, une espèce d'axiome, comme on dit parfois, qui fait que là, vous vous dites, non, quoi. Je veux dire, ça, je peux pas le remettre en question. C'est quelque chose de fondamental et qui informe ma position sur ce sujet. Donc, je vous propose de nous présenter cette chose-là, cette racine-là pour vous. Et peut-être que, vu que Marine a plutôt conclu là, je laisse la parole à Nantes si c'est OK pour toi. Non, je veux parler en premier. La racine de ça, De ta position à toi. ouais. La racine de ma position, c'est finalement pourquoi et pour qui on fait ça, quoi. Et pourquoi et pour qui on fait ça, c'est pas parce que nous, ça nous fait plaisir d'avoir encore une nouvelle posture, de dire on sait encore, on sait des choses. On fait ça pour le patient. Et le patient, on l'a dit et Marine l'a dit, la représentation de la santé, c'est un modèle complexe qui ne se résume pas à l'absence de symptômes. Et ça, c'est très clair, c'est qu'il y a des patients qui n'ont pas de symptômes, mais qui vont être en mauvaise santé pour plein d'autres raisons. Et donc, la représentation personnelle de la santé, elle est ancrée d'un certain nombre de représentations qui sont soit très, très factuelles, soit très, très magiques. C'est Gérald Bronner qui disait hier, on a tous envie de croire au merveilleux, et dans notre santé, dans notre représentation du corps, on a tous, si on réfléchit bien, des pensées un peu merveilleuses sur le fonctionnement des choses, et que cette représentation-là, déjà, il va être très difficile, nous, en tant que praticiens, de la remettre en question dans des consultations de 15, 20, 30 minutes, et que cette représentation-là, elle va être heurtée si nous, derrière, on a une position qui s'en détache. Et donc, aujourd'hui, dans cette représentation, il y a la volonté de certaines personnes de prendre du magnésium quand ils sont fatigués. Je vous le dis, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de preuve scientifique, là, pour le coup, qui montre qu'on est moins fatigué quand on prend du magnésium. Mais quand on dit ça, si on regarde les preuves, elles sont très mauvaises. Et surtout, comment on définit la fatigue, en fait? C'est quoi la fatigue? C'est une échelle. C'est pas un symptôme qui est mesurable. C'est pas la rémission d'un cancer. C'est pas l'insuffisance rénale, les chiffres de créatinine. Ça, c'est facile à mesurer. La fatigue, la douleur, l'anxiété, c'est des symptômes qui sont difficiles à mesurer et qui rentrent dans cette représentation globale de la santé, sur laquelle le patient a une partie de ses représentations. Et dans ces représentations, il y a l'utilisation d'un certain nombre de trucs qui marchent, les fameux petits remèdes de grand-mère. C'est finalement ça, la médecine intégrative. Alors, j'exagère, hein, parce qu'évidemment, là, on parle de faire des choses plus cadrées. Mais ça existe. Et c'est important, ça fait partie de cette bonne santé, et c'est notre mission. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux le patient vers une meilleure santé en prenant en compte à la fois les données de la science et à la fois les représentations du patient qui existent et contre lesquelles on pourra rien faire, en tout cas on pourra difficilement lutter. Et ben, je pense que c'est un modèle qui peut avoir sa place et auquel il faut laisser une chance, tout en ayant des garde-fous et des gens sérieux qui l'encadrent et qui le pratiquent. Ok, très intéressant. Donc, j'ai l'impression que cette volonté, cette valeur profonde de moi, je suis là pour les patients et réalistiquement, comment je peux au mieux les aider en vue de ce qu'ils ont comme représentation de base, quoi. Et ça semble être pour toi l'approche la plus réaliste à prendre, si je comprends bien. C'est une approche qu'il ne faut pas éliminer sous prétexte que on parle de trucs qui n'ont pas de base scientifique solide. Ok, intéressant. Marine, je demandais de parler de ta représentation à toi sur ce sujet, donc de ta racine. Alors, il y a 3 choses. Premièrement, mais je l'ai déjà dit, il faut vraiment distinguer le bureau de consultation de la sphère publique, et c'est 2 choses différentes, et on ne fait pas la même chose en tant que médecin dans le bureau de consultation que dans la sphère publique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est radicalement différent. Parce que la parole publique, elle est entendue par tout le monde. On ne sait pas quand, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. Et on n'a pas d'interaction quand on est...
on n'a pas vraiment d'interaction en fait quand on est sur Twitter ou sur tout le monde crie, mais en fait personne s'écoute. Alors que dans le bureau de consultation, encore une fois, c'est différent. Donc pour moi, c'est hyper important de vraiment bien décorréler les deux. On ne dira pas la même chose aux personnes quand on est face à elles, quand elle vous dit docteur, j'en ai marre de prendre la chimio, je veux tout arrêter pour faire une cure de légumes, et la même personne qui me dira ça sur Twitter. Et on va pas réagir de la même manière, et c'est normal, et je pense que c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ancre dans cette réflexion, dans cette pensée? Parce que on a, en fait, pour moi, le sens de la médiation scientifique et de la vulgarisation, c'est d'apporter de la connaissance aux gens, enfin en tout cas des outils qui vont leur permettre d'acquérir de la connaissance. Parce que et d'ailleurs Nance l'avait très bien dit, les patients sont pas cons. Les gens, ils sont pas cons. Ils ont des représentations, mais ils sont capables d'aller chercher de l'information, de l'utiliser. Ils sont capables de modifier leur représentation aussi. Et la plupart du temps, les représentations des patients, en fait, elles sont pas basées sur grand-chose. Et quand on prend le temps d'en discuter avec eux, ils sont tout à fait prêts à changer leur représentation. T'es plus optimiste que c'est possible, quoi. Ah, clairement, oui. Et en fait, mais ça nécessite de prendre le temps, de les interroger. Ah, mais bon, mais pourquoi vous pensez, typiquement, le patient qui vient, on l'a tous su. Oui, je suis fatiguée, est-ce que vous pouvez me prescrire du magnésium? Tout bon, oui. Et en fait, souvent, ça cache autre chose. Et je trouve que c'est un peu facile, en fait, d'aller prescrire le magnésium parce que le patient sait ce qu'il veut, alors qu'il y a toujours un motif caché dessous. Et moi, j'ai découvert comme ça une histoire de viol incestueux avec une patiente qui venait chercher des séances d'ostéo. Et en fait, je me serais contentée de lui dire, oui, allez chez l'ostéo, ça va vous faire du bien. Et ben, en fait, j'aurais pas posé la question, j'aurais pas pris le temps de regarder les ongles avec les traces de vomissements provoqués. En fait, je me serais contentée en fait de lui dire oui, allez chez l'acupuncteur, allez chez le sophrologue si vous avez, parce que je comprends que vous ayez envie de ça, alors qu'en fait cette patiente elle avait besoin d'un suivi psychiatrique. Donc voilà, je trouve qu'on peut trop se faire avoir. Et le dernier point surtout, c'est qu'on peut ne pas prescrire. En fait, on peut, et je pense qu'on prescrit trop, et c'est le point central, notamment sur l'homéopathie, je trouve que c'est le meilleur exemple. On peut ne rien prescrire. Moi, la majorité des patients que je vois en consultation l'hiver pour des rhumes, des conneries, ils repartent avec rien sur leur ordonnance. Ou des lavages de nez, mais bon, enfin, et c'est tout, en fait. Et vous avez du paracétamol à la maison, oui, bon, lavez-vous le pif et restez chez vous. Et c'est pas grave, en fait. Et je pense qu'on a une tendance en France à vouloir en Europe, en fait, à prescrire beaucoup et à se dire, et en fait, on habitue les patients aussi à, problème médical égale traitement, quel que soit le traitement, médicamenteux ou pas. Et je pense que le fait, quand un patient vient nous voir en disant, ah, je suis un peu fatigué, est-ce que vous pouvez me prescrire des vitamines? Mais c'est pareil avec les bilans biologiques. Ah, je suis un peu j'aimerais bien faire mon check-up annuel, 25 ans, sans antécédents sportifs, machin. Vous imaginez Gaïs comme s'il avait besoin d'un check-up annuel. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on apprenne à déprescrire, et le fait de ne pas prescrire de thérapie, enfin, de ne pas promouvoir les thérapies alternatives, et justement d'expliquer aux patients, j'entends que vous êtes fatigué, vous avez un rhume, vous avez un peu mal à la tête, vous êtes patraque, vous avez le nez qui coule, et ben, c'est normal, c'est l'hiver, vous avez un rhume, mettez un masque, restez chez vous, et il y a besoin de rien de plus, en fait. Et expliquer aux patients qu'il y a besoin de rien de plus, c'est aussi en ça qu'on combat la médecine. Enfin, c'est pas vraiment un combat, c'est juste qu'en fait, on intègre et on fait modifier, enfin, en tout cas, on apprend, on essaye d'inculquer aux patients que tout symptôme ne nécessite pas de traitement et toute maladie ne nécessite pas de traitement. Très bien. Merci d'avoir partagé ce que tu as partagé, Marine. Je pense moi, je suis convaincu d'une chose, c'est pour ça que j'ai intégré cette partie-là dans le débat. C'est que souvent, on a des moments comme ça qui se font un déclic, qui sont une évidence pour nous. Et c'est souvent là-dessus qu'on se rattache quand on a une conviction. Et merci de partager ça. Alors, allez sur les limites. La prochaine étape, vous avez des positions, vous avez clarifié, vous avez pu vous entendre, vous écouter, vous comprendre. Bon, il va falloir admettre qu'il y a des limites certainement à vos positions. On en a tous des limites, c'est normal, tout est un arbitrage, tout est une question de pour et de contre, donc on a tous des limites dans ce qu'on amène. Donc Nance, toi, quelles sont les limites de ta position aujourd'hui? Comment est-ce que tu pourrais les nommer? Les limites de cette position, c'est que déjà la première limite, c'est que moi, quand on me demande mon avis sur ce sujet, je propose cet avis-là, ça ne veut pas dire que derrière je vais aller faire ça. C'est juste que pour moi, la limite, c'est de dire parfois en médecine, dans le soin, il y a des paradigmes qui s'affrontent et il y a parfois effectivement
on peut aller dans une voie et se planter. Et l'idéal, c'est de se dire que en fait, on s'est planté de façon honnête. Ouais. Il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien si demain on m'apporte les preuves on m'apporte les preuves. On me montre que effectivement cette position-là est en fait une position dangereuse. J'aurais dit ok, pas de souci. En fait, je me suis planté. Au moment où je l'ai dit, j'avais peut-être pas les éléments pour me planter, mais je reconnais m'être planté. La limite, c'est de dire effectivement dans cette démarche de réflexion autour de comment est-ce qu'on peut intégrer ça de façon safe pour les patients, c'est finalement où se situe l'évaluation, et tu l'as très bien soulevé en disant on fait comment. Et là, c'est la limite, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, ou en tout cas, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas une solution clé en main. Il y en a probablement pas. Il y a un tas de trucs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est comme avec l'écologie, quand il y a plein de choses. C'est probablement changer beaucoup de choses en même temps et pas simplement faire un petit truc parce que ça suffira pas. Ça, c'est sûr. Et donc, jusqu'où on va et jusqu'à quel niveau on va accepter que ces trucs-là rentrent dans un parcours de soins sans se dévoyer complètement. C'est quelque chose, c'est quelque chose là, pour le coup, ça je ne sais pas. C'est une forme de limite parce que bien entendu, de façon, ma conviction derrière tout ça, c'est que pas pareil. Bon, moi, je suis de l'homéopathie, je trouve effectivement, et tu l'as bien rappelé, et ça c'est un point important sur la nécessité en France, mais dans beaucoup d'endroits, d'avoir une prescription médicale, en fait, d'avoir un symptôme, un médicament, ou en tout cas d'avoir une espèce de consommation de la médecine un peu de supermarché, ce qui est problématique, mais d'une certaine façon, ce que certaines de ces prestations complémentaires, on part détourner les gens justement de la prescription médicamenteuse, notamment dans les troubles anxieux et choses comme ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que oui, on a un problème avec ça, et que oui, on va pas le résoudre en donnant des pilules de je sais pas quoi, même si c'est peu dangereux, parce qu'en fait, c'est détourner la problématique qui est arrêtons de dire aux gens qu'à chaque symptôme, il faut qu'ils aient un médicament. Et ça, on devrait être d'accord là-dessus. Donc la limite, c'est de dire, voilà, où est-ce la médecine intégrative telle qu'elle se définit et telle que les gens qui la pratiquent probablement la définissent, c'est que c'est vrai que c'est cette espèce de chevauchement. Mais le chevauchement, le niveau est à définir et probablement que ce cadre-là va être difficile à trouver. Et là, c'est une vraie limite, c'est de dire jusqu'où on va, ça je ne sais pas. Donc si on ne sait pas jusqu'où on va, est-ce qu'il faut le faire ? Ouais, donc c'est ça, ils ont deux limites principales, c'est le niveau, le delta entre le bon niveau et les niveaux qu'on va définir, on sait pas. Et puis, si ça se trouve, on se trompe complètement. Mais il faut faire quelque chose, et c'est pour ça que tu maintiens quand même cette position, mais en tout cas, on voit cette limite assez évidente. Exactement. Je simplifie. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et Marine, toi, quelles sont les limites de ta position ? Je pense que la principale, on en a beaucoup parlé, c'est les représentations du patient, en fait. C'est que dans tous les cas, alors la majorité des personnes qui consomment des médecines alternatives sont pas des Casas Novas-like, etc. C'est des gens qui savent pas trop, on leur a dit que, alors ils essayent une fois pour voir, mais on risque en allant leur dire ah bon, mais vous êtes allé voir un ostéopathe, mais c'était pour quel type de problème, on risque de les braquer, de mettre des réactions de réactance et surtout de compromettre la relation de soins. Et en fait, que le patient se dise, c'est bon, la dernière fois que je lui ai dit que j'étais allée chez l'ostéo, je me suis fait engueuler, donc j'irai pas lui dire que je suis allée voir le chaman pour mon cancer, quoi. Et donc, du coup, c'est ça le problème, c'est qu'on risque de glisser, en fait, vers un patient qui va se fermer et qui va dire, mais en fait, ce médecin, il m'écoute pas, et là, on a un vrai risque de retard thérapeutique avec une dérive qu'on va pas pouvoir voir venir parce qu'on aura rompu la relation, l'alliance thérapeutique qu'on a avec le patient. Mais ça, encore une fois, c'est dans le bureau de consultation, et dans les grands médias, c'est différent, parce que pour moi, tu as beaucoup moins cette limite-là dans les grands médias. Encore que ça pourrait se discuter. Donc c'est surtout ça, en fait, c'est le risque d'aller braquer les gens. Et après, il y a la petite frange des 2%, 2-3% des patients, c'est des chiffres au flanc, qui vont être hyper engagés dans leur démarche de soins. Et cela, c'est encore plus compliqué parce que on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. On n'a pas le droit de juste tenter ah bon,
mais pourquoi ou de leur un vrai anti-vax pur et dur. J'ai essayé une fois de proposer à des parents des vrais anti-vax, le vaccin contre la gastro, le Rota, pour leur bébé. C'est foutu. Heureusement que j'étais qu'en stage en fait, parce que j'aurais jamais pu suivre ces patients en fait, parce qu'ils ont vécu cette proposition là comme une agression. Et là, et du coup, pour les gens qui sont vraiment à fond, que ce soit le magnétisme, l'homéopathie ou les antivax, on ne peut pas, on n'a même pas le droit d'essayer, d'essayer un petit peu, de leur dire oui, mais vous savez les preuves. Donc, et là, le problème, c'est qu'on peut pas le savoir avant d'avoir la personne devant nous, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais tu connais pas vraiment le point de départ en fait quand ton patient il rentre dans la salle de consultation, quoi. En fonction du look, des fois un peu quand même. Tu l'analyses comme ça, tu regardes, tu fais une quadrature, ok, je vois le type. D'accord. Je comprends l'idée, mais en tout cas on voit aussi les limites de quelque part l'accueil de cet état d'esprit du patient. Elle est compliquée, elle n'est pas évidente, et donc dans le combat, on peut se tromper, on peut se rater là-dedans, et dans le non-combat, on peut aussi se dire, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas, et du coup, on pourrait se rater aussi. Très bien. Merci d'avoir admis ces limites, c'est bien, je pense, pour l'humilité intellectuelle d'en admettre. Je propose au public, une fois de plus, de nous dire s'ils ont trouvé que vous avez été constructifs, l'un avec l'autre, et on va passer à la prochaine étape, on arrive vers la fin du débat. On a deux étapes qui sont devant nous, la convergence et la divergence. Alors, en gros, il faut imaginer ça comme des problèmes qu'on va essayer de résoudre ensemble. Donc, la convergence, il faut qu'on trouve tous les points sur lesquels vous êtes d'accord. Alors, il y en a beaucoup, donc les points principaux. Et il faut qu'on trouve ensuite les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Voilà, qu'on puisse bien les identifier le plus clairement possible. J'ai l'impression qu'on a commencé déjà à en piquer quelques-uns. Ça semble un peu plus facile maintenant de le dire. Alors, sur la convergence, qu'est-ce que tu en penses, toi, Nance? Je commence avec Nance, mais en soi, n'importe qui peut intervenir. Quels sont les points sur lesquels vous êtes d'accord dans ce débat? Quelques points majeurs, un point majeur. Je pense que Marine et moi, on est d'accord pour dire que notre métier, avant tout, c'est le soin, et que on essaiera de déployer à l'échelle individuelle de nos patients ce qui va être le mieux pour eux dans leur cadre, dans leur contexte, effectivement, avec une vision un peu intégrée de leur état de santé, pas forcément médecine intégrative. Et donc, de par ces représentations, je suis sûr que, effectivement, quand tu as des patients qui sont très dans ces trucs-là, tu vas pas les attaquer frontalement, et à l'inverse, tu vas pas aller proposer des trucs comme ça à des patients qui, en fait, viennent. Non, mais il y a des patients qui viennent, ils demandent rien, et donc voilà. Donc on a. C'est ça, on va pas faire ça. C'est ça. Et l'idée n'étant pas de proposer systématiquement des trucs en permanence s'il y a pas besoin non plus, quoi. Donc là, on est assez d'accord là-dessus, je pense. Pas trop. On limite nos prescriptions. On prend le patient là où il en est et on essaie de l'accompagner par rapport à ses représentations. Alors, je sais pas si elle est d'accord avec cette position. Si, oui. Mais c'est le corollaire, et aussi, c'est hyper important de reconnaître que ça marche, en fait. Les médecines alternatives, elles marchent par effet contextuel, et il faut le reconnaître aux patients qui sont soulagés. C'est l'exemple que je prends tout le temps. Moi, je préfère que mes patients prennent de l'homéopathie plutôt que des hypnotiques pour dormir. Une patiente, une fois, qui est arrivée, docteur, regardez, les 25 médicaments homéopathiques, avec ça, je dors super bien. Ça faisait 40 ans qu'elle était insomniaque. Bon, faites. Faites, allez-y. C'est exactement la limite de notre modèle, parce que si tu regardes les études scientifiques, tu vas aller voir les benzodiazépines dans les insomnies. Alors, je suis pas spécialisé en insomnie, même si j'en fais quelques-unes, mais en tout cas, dans les études, on va avoir une stratégie. Alors, il y a des stratégies qui sont pas pharmaceutiques, mais on a un effet médicamenteux des hypnotiques qui est réel sur le sommeil. L'homéopathie n'a aucun fondement. Cela dit, ne pas s'endormir n'est pas simplement lié au fait que chimiquement, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, la stratégie de réduction il y a un truc, effectivement, c'est la stratégie de réduction des risques. Ça, c'est vraiment important d'en parler, parce que finalement, c'est ça. C'est que oui, ces trucs-là n'ont pas d'intérêt, il n'y a pas de preuves scientifiques, mais
dans aujourd'hui une problématique de surprescription de benzodiazépines avec des gens qui sont sous benzo et qui n'arrivent pas à les arrêter. Pour ceux qui connaissent pas le terme technique, le benzo, c'est le terme... C'est les somnifères. Ouais, pardon, les somnifères. Voilà. Les anxiolytiques, des somnifères, qui sont des médicaments à fort pouvoir addictif et qui posent beaucoup de soucis. Et donc ces médicaments sont efficaces. Ils sont parfois prescrits de façon un peu automatique, rapide, en disant c'est une solution rapide pour vos troubles de sommeil. Prenez un truc qui va vous assommer et puis vous allez dormir. Hein. C'est efficace. Ah bah c'est sûr que c'est efficace, ça, il y a aucun problème là-dessus. Cela dit, il y a des risques et le risque c'est la surprescription et le non-arrêt. Et ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'on est d'accord aussi sur le fait qu'il faut pas prescrire, mais il faut aussi déprescrire. Oui, clairement. Et le truc, c'est que réfléchir à notre façon de pratiquer la médecine, justement quand on va se questionner en disant je veux pas faire de trucs qui sont pas basés sur les preuves, mais attention, qu'est-ce que je fais dans ma pratique quotidienne? Est-ce que mettre tel médicament systématiquement à ce patient, est-ce que mettre des statines après 80 ans, c'est evidence-based medicine? Bah non, ça ne l'est pas. Oui. Enfin, en prévention primaire. Bref, je rentre pas dans les détails parce que c'est des trucs de spécialistes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des trucs qu'on fait qui sont à l'encontre des preuves scientifiques. Donc, on peut se poser la question de cette médecine intégrative et c'est, on va dire, un débat intéressant, mais si on se pose ces questions et si on veut réfuter, combattre ou combattre en disant il y a pas de preuves, non c'est pas comme ça qu'on fait, regardons ce qu'on fait et disons-nous mais déjà dans ce que je fais c'est peut-être pas terrible. Le cas du paracétamol est super intéressant pour ça. Bah le cas du paracétamol, mais le cas de plein de médicaments ou plein de postures. Les antibiotiques en pédiatrie, c'est mais là-dessus on est C'est pour ça que d'accord. c'est la convergence. Vous êtes clairement d'accord. Ok, j'aime bien. Là il y a de l'émulation, il y a de l'envie, il y a de l'entrain. Donc on sent que vous êtes vraiment d'accord sur cette représentation du patient à prendre en considération, d'être de le prendre là où il en est. J'ai l'impression qu'il y a un sujet sur lequel il y a des divergences, mais je me demande s'il y a des points de convergence aussi, c'est l'aspect public. Parce que tu en as beaucoup parlé, toi pas trop, c'est de parler au grand public, la vulgarisation typiquement. Tu as plutôt émis des contraintes, tu as plutôt dit ouais, c'est quand même un peu dangereux de mettre en avant la médecine alternative, donc l'intégratif. Toi, non, j'ai pas trop entendu là-dessus. Est-ce que tu converges avec moi sur certains aspects encore une fois, c'est la beauté et la difficulté de la vulgarisation médicale, ou en tout cas d'aborder des sujets complexes avec des gens qui n'ont pas l'expertise, ou en tout cas qui de but en blanc on a un a priori neutre ou négatif. Hein. C'est finalement vulgarisation n'est pas simplification et que des problèmes complexes ne doivent pas être simplifiés dans une volonté de dire bon, vu que c'est compliqué, honnêtement je préfère dire aux gens de pas faire ça semble comme un point ça. de divergence là pour le coup. En tout cas, moi la vision des choses que j'ai aujourd'hui, c'est que effectivement tout ce qui est annoncé en disant bon c'est vrai que ces trucs là, bon si on les maîtrise pas, si ça dérive, ça peut être problématique. Okay. Donc, dans ce cas-là, quelle est la posture publique du médecin qui a ce rôle aussi de prévention et de dissémination. Donc ça, c'est vraiment un de nos rôles aussi. Donc il faut qu'on l'embrasse et qu'on le prenne. Comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce que on considère, comme c'est fait sur les réseaux sociaux, que tout le monde est idiot? Non, mais parce que voilà, disant non, mais les gens de toute façon ils comprennent pas. Donc on leur dit quoi? On leur dit allez pas voir l'ostéopathe, c'est du bullshit. Je pense pas que c'est ce que Marine disait. Non, j'ai pas dit que c'est ce qu'elle disait. Mais globalement, il y a une posture comme ça qui dit non, mais attends, les gens, voilà, il y a plein de trucs, donc on va leur dire c'est très simple. De toute façon, n'allez pas voir ces gens-là, c'est des charlots, et allez voir votre médecin, ça ira bien. Donc soit on est dans une position comme ça et ça va pas. Soit à l'inverse, on dit faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Et à l'inverse, on peut être dans une position où on dit les gens ont la capacité de comprendre si on leur explique. Okay. Et donc on peut quand même prendre le temps. Vous êtes d'accord là-dessus, mais il y a quand même un point de divergence sur la façon qu'on a de consommer du média. Toi, tu avais l'air de pointer du doigt, et je pense qu'on arrive à la divergence assez naturellement. Tu avais l'air de pointer du doigt le fait que bah ouais, mais on consomme un peu dans tous les sens sur les réseaux sociaux, donc c'est super difficile d'avoir une bonne compréhension des éléments. C'est pas une question de stupidité, c'est c'est ça. D'autres consommations, c'est ça. Ah oui, clairement. C'est pour moi, tu peux pas faire le travail de le travail de vulgarisation que tu fais sur les réseaux sociaux et et dans ta consulte, c'est pas le même. Et tu peux pas demander aux gens de comprendre la complexité des implications de la consommation d'homéopathie. C'est mon sujet de thèse. Sur Twitter
peur, en fait. C'est parce que les gens, déjà, ils sont pas là pour ça. Ensuite, ils vont lire éventuellement les 2 premiers tweets et après, ils vont arrêter de lire. Et donc, pour moi, il faut une position claire, impactante, même si elle est hyper dichotomique et parfois trop dichotomique. Mais pour moi, en tant que professionnel de santé, on se doit d'avoir cette position publique-là un peu caricaturale, on va dire, justement pour que le message soit clair. Tu regardes ce qui s'est passé avec le Covid. Bon, ils ont foiré beaucoup de choses, mais notamment ils ont dit un coup oui, un coup non, parce que c'est comme ça que la science avançait. Et au final, tous les gens étaient paumés parce que les gens n'ont pas forcément la connaissance de comment avance le consensus scientifique. Et alors, si on va commencer à leur expliquer, alors l'acupuncture, donc alors oui, théoriquement c'est de la merde, mais bon, enfin dans la pratique. Et puis oui, alors bon, enfin même, donc dans tous les cas, il y a des effets contextuels, donc vous pouvez y aller. Mais, bon, après, il y a les risques si c'est pas des pros de santé. Mais en fait, les gens vont être perdus. Les gens vont, en fait, ça va nécessiter que les personnes s'y intéressent. Ouais. Or, tout le monde ne s'y intéresse pas et c'est normal. Moi, je sais rien réparer sur une bagnole. Et quand le garagiste m'explique, ça me gonfle. C'est pas grave, voilà. Payer répare. Oui, voilà, c'est ça. Arrête de m'expliquer les choses. Je pense que gens face au médecin, peut-être pour voilà. Ça aussi. Mais alors, il y a ceux qui face aux médecins. Et le truc, c'est quand on a la personne en face de nous, on les voit, on voit très bien le patient où tu commences à expliquer. Alors voilà, je vais vous prescrire. Enfin, je vous propose qu'on mette en place ce traitement-là. Voilà, bon, alors il y a des bénéfices, il y a des ça. On voit le patient avachi dans sa chaise, qui est là, bah ouais, de toute façon, c'est vous le docteur. Et il y en a plein des gens comme ça, ils s'en foutent, ils font, on leur dit ils font. Et en fait ils ont pas envie de s'y intéresser. Et dans le sens où il y a plein de gens qui ont pas envie forcément de s'intéresser à cette question-là, s'ils voient un truc passer sur les réseaux sociaux, je préfère que ce soit quelque chose de clair et concis plutôt qu'un truc où justement ils vont se dire oh là là ça a l'air super compliqué, je veux même pas me poser la question. Et ils vont du coup alors enfin c'est genre un débat de 2 heures sur la médecine intégrative par exemple. Par exemple, voilà. Très bien. Non mais moi moi du coup effectivement je pense que j'ai pas cette position là parce que au contact des patients avec des maladies sévères, enfin moi je traite l'insuffisance rénale chronique, la dialyse, les patients transplantés. En fait, les gens ils savent et à un moment donné ils savent quoi faire. 99% des gens que je suis, alors vous allez me dire, il y a peut-être un biais du survivant, parce que les gens que je ne suis pas, c'est peut-être des gens qui ne viennent pas voir parce qu'ils boivent des jus pour essayer de soigner ça, probablement. Combien sont-ils? Probablement pas beaucoup. Mais les gens connaissent les trucs, ils vont expérimenter ces machins-là, mais quand ils vont avoir un problème de santé, ils savent très bien à qui ils doivent s'adresser. Dans 99% des cas, ils savent très bien à qui s'adresser. Et pour moi, le plus important, c'est de redonner un peu, de pas prendre les gens trop pour des cons. Pourquoi? Parce que, tu l'as très bien dit pendant le Covid, en fait, les gens, on a essayé de les prendre pour des cons. En leur donnant des trucs un peu comme ça contradictoires. En ne leur expliquant pas que la démarche scientifique, ou en tout cas la démarche dans ces cas-là, c'est une démarche de réduction des risques. C'est une démarche qui prend en compte pas uniquement la personne dans son individualité, mais les démarches de santé publique sont à des niveaux plus larges. La vaccination, c'est pour ci, pour ça. Pourquoi est-ce qu'on confine? Voilà. Et en fait, oui, est-ce que c'est la bonne décision à prendre là? On a justement simplifié des messages et les gens ont capté des contradictions. Et vu qu'on n'a pas expliqué ces contradictions, vu qu'on n'a pas expliqué pourquoi, on n'a pas pris le temps d'essayer de dire aux gens pourquoi est-ce qu'on en arrive là, à cette décision-là aujourd'hui, avec toute la complexité qu'elle engage, parce que on s'est dit que les gens n'avaient pas la capacité intellectuelle de comprendre cette complexité. Eh bien, on est arrivé à des trucs qui étaient complètement un truc polarisé avec un refus, voilà. Et donc du coup, pour moi, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que les gens ont la capacité d'embrasser la complexité de notre monde. On n'est pas les seuls à avoir fait 10 ans, 15 ans d'études pour comprendre effectivement des trucs complexes. On arrivera à leur montrer que les choses sont compliquées et ils vont pouvoir se dire « Ok, j'ai compris, c'est compliqué et je suis assez grand pour me faire mon idée. » Et voilà. Voilà. Ben, je propose qu'on clôture ce débat. J'ai l'impression qu'on a un point de divergence assez clair et que ce point de divergence, il est vraiment sur l'optimisme quant à la capacité des patients à, quand ils se baladent dans la sphère publique, se faire une bonne idée ou une idée juste. Je dis pas que c'est simple, et juste, elle a raison de dire que la tâche est parfois ardue et qu'il faut des fois avoir des messages simples parce que la façon dont ils sont consommés ne peut pas être complexifiée. Très bien. Ah, écoutez, je vous remercie pour ce débat. Je pense qu'on a pu clarifier pas mal de choses, peut-être donner des perspectives à notre public.
le public, à son tour, peut aussi nous dire s'il a trouvé que cette phase a été plutôt constructive entre nos deux protagonistes. Et juste à la suite de ce vote, je vous proposais de faire le post-test. Donc, et on va prendre 2-3 minutes. Et ensuite, on va dire à 11h10, on va pouvoir commencer la table ronde qui suit. C'est comment mieux débattre en sciences en général. Donc, c'est pas que sur la médecine. C'est plutôt dans la méthode scientifique, comment on fait pour mieux débattre. Parce que on parlait de la transfert aux sciences vers le plus grand public. Mais au sein des scientifiques, il y a aussi évidemment C'est beaucoup de déjà abordé. problèmes dans le débat, dans la qualité des conversations, etc. Donc on va en parler juste après, dans 5 minutes. Je laisse voter et ensuite on fait le post-test et vous avez besoin de le faire aussi.